Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec la marque Xiaomi qui a bien voulu me prêter le Xiaomi Redmi Note 7. C'est un smartphone que je pensais pas vous présenter dans la chaîne, mais je dois vous dire que je le testais pour l'émission Andromag que j'anime et j'ai tellement aimé l'expérience avec cet appareil que j'ai décidé de vous en parler puisque c'est un smartphone qui va de 200 € à 260 €. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre pour ce type de prix avec Xiaomi? C'est la réponse tout de suite dans mon test. Alors tout d'abord, si je vous parle de l'expérience de l'unboxing, il n'y a pas vraiment grand chose à dire, mais il faut noter qu'il y a une coque de protection qui est fournie avec l'appareil, coque de protection qui est un petit peu cheap, hein, mais en fait c'est toujours agréable et je tiens toujours à le souligner quand il y a ce genre de choses qui est offert, c'est-à-dire une coque de protection ou un film protecteur sur l'écran, parce que je trouve que quand on vient de recevoir son appareil, la première chose à laquelle on pense c'est le protéger et donc c'est inclus dans la boîte. Bien le voici, hein, je l'ai entre les mains, ce Redmi Note 7, donc l'appareil il est disponible déjà en 3 couleurs, noir cosmique, bleu Neptune et rouge nébuleuse. Alors il faut savoir que cet appareil il est vraiment quali en termes de fabrication. Dire qu'aujourd'hui à moins de 200 € on peut avoir un appareil de cette qualité de fabrication, franchement j'ai envie de dire que même les hauts de gamme peuvent se regarder et se dire vraiment que eh bien l'appareil il aurait tout d'un appareil à 500-600 € parce que vraiment la qualité des matériaux utilisés, donc le verre à l'avant, à l'arrière, sur les côtés, tout ça, ça donne vraiment une qualité vraiment appréciable sur ce téléphone. Xiaomi nous indique qu'il est en 2,5D sur les deux côtés, sur les deux faces de l'appareil. Bref, en tout cas, il est vraiment quali assez dingue. Et ça, c'est vraiment une des premières qualités que j'ai envie de mettre en avant sur cet appareil. On n'a pas du tout l'impression d'avoir un téléphone pas cher entre les mains. J'ose le dire même qu'il fait très premium. Et en même temps aussi, le toucher est très agréable avec ce verre. Qui forcément glisse. C'est un appareil qui est ultra glissant. Le nombre de fois où j'ai vu l'appareil quand j'essaie de faire des plans circuler tout seul, c'est vraiment les défauts. Bien entendu aussi la qualité du verre et son défaut principal, et bien c'est les traces de doigts, hein, parce que autant Xiaomi met en avant les reflets qu'on va pouvoir trouver. Donc sur le modèle noir c'est moins intéressant, mais peut-être sur le bleu déjà on va avoir peut-être quelques divergences de couleurs lorsqu'on va le mettre sur une certaine lumière, ou en tout cas on aura un reflet qui sera très joli avec une onde lumineuse qui va se promener sur toute la face arrière. Et bien très clairement ça a la contrepartie d'avoir toutes les traces de doigts. C'est pour ça d'ailleurs que la coque sortie de la boîte, c'est vraiment sympa pour pas avoir un effet déceptif dès qu'on l'aura manipulé 2 ou 3 minutes après, parce qu'on aura mis trop de traces de doigts dessus. Sur la face avant, eh bien, on retrouve la forme très célèbre aujourd'hui qu'arbore la plupart des téléphones de nos jours avec les encoches. Donc on avait l'apparition de la méga encoche de type iPhone 10 on a vu se réduire sur les smartphones Android de plus en plus. Et là, on arrive à un système en forme de goutte qui commence vraiment à être le standard de cette année 2019. Voilà, certains essayent de la faire disparaître via des mécanismes ou des systèmes manuels. Xiaomi a opté donc pour l'empreinte en forme de, pour l'encoche, pardon, en forme de goutte. Et là, on aime ou on n'aime pas, ça c'est une affaire de goût. En tout cas, celui-ci respecte les standards du marché de 2019 avec un très large écran, des bordures fines et cette goutte ici en haut pour pouvoir loger la caméra selfie. Bonne nouvelle également pour les personnes qui décideraient malgré tout de ne pas mettre de coque de protection ni de film protecteur. Eh bien, Xiaomi annonce avoir vraiment mis de la protection, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, en Corning Gorilla Glass 5. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le Corning Gorilla Glass 6 arrive à peine et sur les smartphones plus premium. Là, on est sur la 5e génération, ce qui est quand même dingue pour un téléphone à 200 €. Après, moi, de mon avis personnel, je ne me risquerai pas à laisser ce téléphone tel qu'il est actuellement, c'est-à-dire sans protection. Ça ne suffit pas, en tout cas en termes de rayures, ça ne le protège pas. J'ai vu que l'écran avait déjà subi quelques micro-rayures, donc c'est à vous de voir, mais très clairement c'est dangereux en tout cas de faire confiance à cette protection qu'est le Corning Gorilla Glass 5.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça le rendra quand même beaucoup plus résistant que si l'appareil était dépourvu de ce type de protection. Globalement, alors, hein, si on fait le bilan global juste de la partie design et form factor, je dois dire que l'appareil, il est très joli, en tout cas, il a des finitions pour 200 €, rarement vu sur un téléphone de ce type-là, en tout cas. C'est magnifique le travail qu'a fait Xiaomi, et très clairement, on n'a pas honte d'avoir ce téléphone-là entre les mains. Surtout le modèle noir que j'ai ici entre les mains, franchement, avec même les petites écritures en dessous, ben, ça rend un côté assez cool, avec ce liseré un petit peu qu'on voit sur le lecteur d'empreintes à l'arrière qui est plutôt sympa, les petites écritures à l'arrière, bref, tout y est, si ce n'est que la chose que je déplorerais, c'est que le téléphone, il a un capteur photo qui est vraiment très protubérant, qui sort beaucoup, et même si vous mettez d'ailleurs la protection, et bien celui-ci, si vous le posez sur la table, l'appareil dépasse encore avec cette protection, donc je vous conseille vraiment peut-être d'investir sur une protection qui viendra un peu plus recouvrir, qui sera légèrement plus épaisse pour recouvrir, parce que franchement, moi je me suis fait quelques frayeurs à poser ce téléphone sur une table. Je vous recommande en tout cas de faire extrêmement attention et de ne pas le poser brutalement. Autre chose aussi, c'est les dimensions de l'appareil. Elles sont grandes, très grandes. Il faut savoir, alors ça peut plaire ou ne pas plaire, en tout cas, que le téléphone est difficilement, voire c'est très compliqué d'avoir l'utilisation à une seule main. Donc, c'est pas un appareil compact pour les gens qui chercheraient un téléphone qui est à tout prix utilisable à une seule main. Pour cela, il faudra mettre un peu plus de sous si vous souhaitez rester chez Xiaomi et aller sur la segment milieu de gamme du Mi 9 SE qui a lui un appareil bien plus compact et dont on a fait aussi également une vidéo. Alors si on parle un peu plus maintenant de l'écran, hein, on est sur un écran de 6,3 pouces, donc comme je l'ai dit, difficilement utilisable à une seule main. Il a quand même un taux d'occupation de 81,4%, c'est vraiment pas mal, parce que pour un téléphone à 200 €, on est vraiment sur quelque chose qui a des bordures, on va dire, à ce type de prix assez correct. Vraiment, c'est un plaisir de l'avoir à une seule main, de regarder son écran, ça c'est vraiment pas mal. On est sur une définition qui est en Full HD+, donc du 2340 par 1080. Et c'est de la technologie bien entendu IPS LCD, il fallait s'en douter, c'est très compliqué, ça aurait été trop coûteux pour Xiaomi de mettre de l'écran AMOLED. Encore une fois, si c'est une spec que vous voulez voir, c'est sur le Mi 9 SE qui est légèrement plus cher. En tout cas, très clairement, on a un affichage qui est vraiment bon. Alors moi, dès que je l'ai eu entre les mains, je trouvais que les couleurs étaient un peu froides peut-être à mon goût, il manquait un peu de peps. Et ce qui est génial, c'est que dans les paramètres, on va les pouvoir gérer, calibrer les couleurs. Donc ce que j'ai été faire, je les ai calibrés et on va pouvoir y aller à sa convenance. Soit on aime les couleurs un peu plus chaudes ou un peu plus froides. Et ça, c'est vraiment pas mal. Et du coup, on a une finesse donc d'écran et des icônes qui est vachement bien. On sent qu'on est sur un écran qualitatif sur lequel on va aimer regarder du contenu. Alors au niveau des fiches techniques, on va déjà commencer par le stockage et la mémoire vive. Et on a plusieurs types de configurations. Le modèle 199 €, lui, part entre 3 Go de RAM et 32 Go de stockage. Un stockage qu'on va pouvoir étendre via un slot micro SD. Il faut savoir qu'il peut être double SIM cet appareil avec deux SIM 4G, ou choisir en tout cas d'étendre le stockage. Honnêtement, la configuration 3 Go plus 32 Go de stockage, j'aurais tendance à pas trop la conseiller ou à la conseiller à des gens qui ont une utilisation très raisonnable de son smartphone, qui ne lance pas beaucoup d'applications dans la journée. Si vous lancez, je pense, plus de 5 applications, va vraiment falloir opter par le modèle que j'ai ici au minimum, c'est-à-dire 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. C'est vraiment très bien, et là du coup on obtient quelque chose d'assez tranquille si on a une utilisation, on va dire, intensive en termes d'application. Et donc après pour le stockage, pas de problème, on peut l'augmenter via la micro SD. Je trouve quand même qu'aujourd'hui 64 Go c'est quand même vraiment le stockage de base qui est à recommander, on va dire. Ensuite, vous avez la version 128 Go et le tout tourne sur le Qualcomm Snapdragon 660. Alors apparemment cette version du Qualcomm Snapdragon 660 pour ce Redmi Note 7 aurait bénéficié d'une cadence d'horloge un peu plus élevée, c'est-à-dire que là le processeur est capable de monter à 2,2 GHz.
d'après Xiaomi. Ça signifie qu'apparemment le Redmi Note 7 a atteint le statut de haut de gamme. Alors j'irai peut-être pas jusque là de la part du constructeur, et ils y vont même en disant que de plus cette édition spéciale du processeur avec une IA offre une vitesse donc d'horloge plus rapide en termes de fonctionnement, ce qui rendrait fluide les jeux et avoir une très haute réactivité. Très clairement, on est sur du discours marketing de la part de la marque, hein, j'irai pas jusque là, mais oui, globalement, les cas sont quand même cochés, c'est-à-dire qu'en termes de fluidité, moi j'ai pas senti d'essoufflement de la part du smartphone en utilisant bon nombre des applications. Moi je fais partie vraiment de des personnes qui doivent opter pour la version 4 Go de RAM si je devais définir mon profil, et oui, tout tourne à merveille, les jeux fonctionnent très très bien, l'OS suit aussi également, même si on a beaucoup d'applications en arrière-plan, ce Redmi Note 7 ne vous fera pas défaut. Alors oui, Xiaomi est très fier aussi également de dire que bien entendu, eh bien, il y a la norme type C, mais également le jack 3,5 mm. Dans leur site, ils marquent « Vous vouliez les deux, les voilà ». Alors je pense que ça, c'est un tacle gentil envers la concurrence. Très clairement, j'ai envie de dire, heureusement que le type C est aujourd'hui de rigueur. On est quand même en 2019, hein, ça y est, je pense que le micro USB doit progressivement disparaître de nos smartphones, et quand on a l'ambition de faire le téléphone qu'ils ont fait, ça aurait été bien dommage de ne pas mettre cette USB-C très clairement. Ensuite, le jack 3.5, eh bien écoutez, ça c'est un petit peu au bon vouloir des constructeurs. Xiaomi explique qu'il a écouté la voix de sa communauté, et si vous êtes attaché à vos casques filaires, eh bien grâce à ce Redmi Note 7, en tout cas si vous le choisissez, eh ben vous ne serez pas obligé de vous en passer. Alors 4000 mAh, je pense que c'est également un des arguments en tout cas qui fait que je trouve ce téléphone extrêmement lourd. J'en profite pour vous donner un petit peu cette notion, c'est que le téléphone il est très lourd, et je pense que les 4000 mAh aussi en plus doivent être une des causes de ce poids. En tout cas, ce qui est clair, c'est que on a une très grosse batterie à l'intérieur, en plus de ça qui est compatible Quick Charge 4.0, donc on aura des vitesses de rechargement qui sont vraiment rapides, en tout cas pour la recharge. Ça s'est confirmé aussi également lors de mon utilisation quotidienne. Mais moi, ce que je voulais mettre le plus en avant et ce qui m'a le plus surpris, c'est son autonomie. Vraiment, on a une autonomie assez dingue. Moi, j'ai réussi à tenir 1 jour et demi, je pense qu'on peut aller même à 2 jours. Et à un moment, j'ai fait une très très grosse journée où mon téléphone m'a servi de GPS pendant plusieurs heures. Et du coup, j'étais vraiment surpris de voir qu'à la fin de la journée, il lui restait 20 heures. Alors certes, il y avait, je crois, environ 5 heures, 5-6 heures d'écran allumé, mais il faut prendre en compte que j'ai eu une très très grosse utilisation d'Oise. J'ai fait plus d'1 heure à aller au boulot, plus d'1 heure à aller sur Paris dans les bouchons, etc. Et ce téléphone, à aucun moment, j'ai la sensation d'avoir besoin de le charger, que je vais me retrouver en rate de batterie. Ça, c'est vraiment la force, je pense, qui est la combinaison entre le 4000 mAh qui a été mis par Xiaomi, sans doute une bonne optimisation logicielle, également avec le SoC, le Qualcomm Snapdragon 660, qui m'a l'air d'être une puce vachement autonome, en tout cas quand elle est bien utilisée. Bref, l'autonomie ici sur ce Redmi Note 7, c'est vraiment le téléphone, enfin c'est vraiment une partie de ce téléphone qui m'a vraiment plu et qui me donne envie de vous le recommander. Un petit mot rapide sur le haut-parleur. Alors malgré qu'on ait 2 grilles, il n'y en a qu'un seul qui fonctionne. Donc c'est un haut-parleur mono qui peut dépanner. Après il est moyen en fait, si vous augmentez beaucoup trop le son, ça va saturer. Donc j'ai envie de dire, je vous le recommande, mais allez-y mollo avec, parce que bon voilà, c'est clairement pas non plus une enceinte d'appoint. Un petit mot sur l'OS qui tourne sur ce téléphone. On est bien entendu sur donc Android Pie 9.0 et qui bien sûr tourne autour de MIUI 10.2. C'est la surcouche qui est par-dessus. Une surcouche qui est très iOS, donc il va falloir aimer ce type de surcouche, donc sans lanceur d'application. Il y a pas mal de choses. Alors je trouve qu'il y a peu de choses en termes de customisation. On a les thèmes, mais bon, moi j'ai même pas foutu les pieds pour être honnête avec vous. Je trouve pas qu'on a beaucoup de choses de customisation comme on va trouver sur un Oxygen OS ou bien même sur un Emotion UI qui a pris le parti pris de vraiment aller vers ce type de cosmétiques où on va pouvoir vraiment
customiser l'interface comme on l'aurait envie sur son téléphone. Non, là ici, on est plutôt focus sur l'expérience, on va dire entre guillemets, elle-même, c'est-à-dire par exemple pouvoir verrouiller des applications avec un mot de passe, cloner des applications. Voilà, on va plutôt être dans ce type de philosophie et moins un petit peu dans les artifices. Et voilà, après, ce qu'on va pouvoir apprécier chez MIUI, c'est qu'il y a quand même un suivi régulier. J'ai eu quelques mises à jour, des mises à jour de sécurité, d'optimisation, voilà. Ça, c'est aussi la grande force de chez Xiaomi. Alors, je ne sais pas si on aura beaucoup de droit à des montées de version, j'en doute un petit peu. Mais globalement, le téléphone est plutôt bien suivi, on va dire, en l'état de sa version. S'il y a des bugs qui sont remontés, on peut compter sur Xiaomi pour pouvoir les fixer. Je dois avouer que moi, je suis pas un grand fan, bien que j'aime beaucoup MIUI. Par exemple, je préfère l'esthétique de cette surcouche à celle, par exemple, d'un Huawei ou d'un Emotion UI de chez Huawei. Mais globalement, je vais quand même préférer un OxygenOS de chez OnePlus et je suis plus partisan de l'Android stock. Après, c'est une question un peu de ressenti par rapport à ça. C'est à vous de voir quelles sont vos préférences. Voilà, il y a plein de choses que j'utilise pas foncièrement dans cette surcouche. Donc, les personnes qui aiment cette surcouche, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Ça m'intéresse de savoir pourquoi vous la préférez, par exemple. Et quels sont un petit peu pour vous les avantages. On va essayer d'enrichir un petit peu ce test grâce à vous dans les commentaires. Mais globalement, après, en termes de stabilité, de fluidité, j'ai pas eu de soucis rencontrés. Je trouve que voilà, MIUI se bonifie avec le temps en proposant toujours des choses plus abouties, même si très clairement c'est pas la surcouche de mon choix. Si je devais choisir un téléphone, je préférerais me tourner vers de l'Android stock, mais ça c'est encore une fois subjectif. Globalement, pour les usages MIUI, ça marche très bien et ça c'est la chose quand même la plus importante. Et puis les goûts et les couleurs, hein, ils sont dans la nature. Alors maintenant, si on parle un petit peu du lecteur d'empreintes digitales, il fonctionne très bien. Vous pouvez regarder, j'éteins, j'appuie, ça marche très bien. C'est des technos qui sont assez éprouvés, voilà. Pareil pour la reconnaissance faciale, je regarde, je ouvre, voilà, j'appuie, ça se déverrouille, voilà. Dans le noir, la reconnaissance faciale ne fonctionnera pas, mais dans des endroits sombres où il y a une petite source d'éclairage, il va fonctionner. Donc ça, c'est plutôt cool. Dommage qu'ils n'aient pas pensé à mettre la fonction avec l'écran qui s'allume en blanc pour pouvoir déverrouiller quand on est totalement dans le noir. Ça, c'est dommage, mais franchement, je l'ai activé, le déverrouillage facial, et globalement, j'ai rarement eu à passer par le lecteur d'empreintes à l'arrière, sauf cas où j'étais vraiment dans le noir complet, ce qui m'arrive très rarement aussi. Si vous allez sur le site de Xiaomi, vous verrez alors que vous êtes en possession d'après eux d'une caméra arrière haut de gamme, hein, puisque celui-ci est équipé quand même d'un capteur de 48 mégapixels, assez impressionnant tous ces chiffres. Et d'ailleurs, il y a un autre capteur qui est lui de 5 mégapixels, mais qui va simplement calculer à profondeur, hein, notamment pour le mode portrait. Non, ici on parle du 48 mégapixels qu'on entend un petit peu partout parler, notamment chez le Honor View 20 ou même encore récemment chez le Mi 9 SE. Et c'est là que on a un peu ce discours marketing qui revient, puisque effectivement nous ne sommes pas du tout en face du même capteur qu'on va retrouver sur les deux smartphones que je viens de citer, puisque ici il n'est pas question du dernier capteur de chez Sony, le IMX 586, mais plutôt du capteur ISOCELL GM1 de chez Samsung d'ailleurs. Puisque en gros on n'est pas du tout sur le même procédé, même si les deux se ressemblent, c'est-à-dire que le Sony est capable de faire ce que je vais vous expliquer sur le ISOCELL GM1 et pas l'inverse. Alors, ce capteur de 48 mégapixels, en fait, il va utiliser une technologie qu'on a déjà vue auparavant, c'est-à-dire qu'il va faire un peu de l'ultra pixel avec des pixels qui seront plus gros, tout simplement parce que 4 pixels vont s'occuper de capturer la couleur rouge, vert et bleu. Vous le savez, dans les capteurs couleurs, c'est des capteurs qu'on appelle RGB qui capturent les couleurs rouge, vert et bleu, et ils font une popote et ça fait une image. Grosso merdo, je schématise comme ça. Et donc ici, c'est donc 4 pixels
qui vont capturer donc chaque couleur. Et si vous faites le total avec le format de sortie qui est de 12 mégapixels, 4 x 2, 48, l'histoire est tournée. Donc vous avez bien un capteur de 48 mégapixels, mais qui en sortie sortira des photos de 12 mégapixels. Alors voilà, j'ai essayé de rentrer un peu dans la technique, j'espère de pas trop vous avoir perdu, mais globalement, en fait, l'idée derrière tout ça, c'est un petit peu encore de reprendre la philosophie qu'avait HTC avec son Ultra Pixel, puisqu'il va être capable de capturer beaucoup plus de lumière, en fait, en combinant et en offrant au final des pixels qui seront bien plus gros, hein, puisqu'on va être sur du 1,6 micromètre, c'est très très gros. Par exemple, le Pixel lui fait du 1,4. Et donc ici, on est censé capturer beaucoup plus de lumière dans les endroits sombres, et également, on va perdre en définition, puisqu'on n'aura pas les 48 mégapixels, mais ça devrait limiter le bruit numérique qu'on retrouve souvent lorsque donc les photos sont prises en basse luminosité notamment. C'est principalement la fonction de ce fameux 48 mégapixels. Autant vous dire que ce 48 mégapixels, il est possible de faire des clichés dans cette résolution à proprement dit. Il suffit d'aller sur le mode Pro et vous pouvez activer les fameux 48 mégapixels. Pour avoir testé et avoir regardé un petit peu ce qui se fait, globalement, on est tous du même avis. Moi, je trouve pas qu'il y ait fondamentalement une grosse différence entre le 12 mégapixels et le 48 mégapixels, parce qu'en fait, c'est des photos qui sont interpolées, on va dire, c'est 4 photos de 12 mégapixels qui sont regroupées en une seule, un peu comme ce qu'on avait chez Oppo, par exemple, qui était capable de faire des photos allant jusqu'à 50 mégapixels, puisque en gros, il interpolait plusieurs photos ensemble. Mais chez Oppo, le résultat était quand même vachement plus convaincant. Ici, il s'agit simplement d'un gimmick, d'un discours marketing sans plus. Alors après, qu'est-ce que ça donne tout ça? Eh bien, ça donne des photos qui sont quand même très bonnes en luminosité optimale. Voilà, on va avoir des beaux clichés avec une belle plage dynamique, des bonnes couleurs, un bon relevé des détails. Franchement, en lui-même, le capteur, il est vraiment très bon, hein. C'est très impressionnant, je vais vous le dire. Ce qu'on peut obtenir comme photo dans de très bonnes conditions, encore une fois, retenez bien ça, ce qu'on peut obtenir sur un tel capteur et sur un appareil encore à 200 €, je tiens à le rappeler. Franchement, on a vraiment quelque chose de très convaincant, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, globalement, l'idée, c'était justement de pouvoir proposer quelque chose de très intéressant en basse luminosité. Est-ce que c'est vraiment le cas? Oui et non. Alors, ça fait un peu langue de bois ce que je vous dis, mais globalement, parce que je resitue ce smartphone dans son contexte de prix de 100 €, et oui, on va avoir des photos qui sont, c'est-à-dire qui vont relever des détails que peut-être d'autres smartphones qui ne sont pas équipés de ce capteur n'arriveront pas à relever, sauf que malheureusement, il y a quand même le phénomène de bruit qui est trop important. Du coup, je trouve que c'est pas totalement réussi. On est à milieu d'un Pixel 3. Voilà, on va être à milieu d'un appareil, je pense même d'un appareil qui aura le 48 mégapixels du Sony, le MX586. Très clairement, ça va être en dessous. Au niveau du mode portrait, pareil, c'est assez bien. C'est pas ouf, je suis un peu déçu du 5 mégapixels derrière pour faire le calcul, mais ça va, franchement, le mode portrait, il est pas mauvais. Alors après, moi, je suis peut-être un peu trop habitué également aussi au smartphone haut de gamme, j'ai peut-être pas suffisamment de recul, mais honnêtement, c'est pas la mer à boire et on ferait des portraits qui seront plutôt de bonne qualité avec bien entendu des conditions d'éclairage optimales. Là où également j'ai été surpris dans le bon sens, c'est au niveau de la vidéo, hein, on est capable de filmer en Full HD, donc à 60 images par seconde, pas de 4K malheureusement, j'aurais bien aimé que ça pousse jusque là, mais au final parfois vaut mieux une bonne Full HD qu'un 4K mauvais. Donc là, très clairement, toujours la même chose, bonne condition d'éclairage, on a vraiment une vidéo de bonne qualité avec une stabilisation qui m'a vraiment plu. Elle n'est pas parfaite hein, non plus, on va pas s'enflammer, mais je trouve que ouais, c'est assez convaincant. C'est vraiment très bien et se dire qu'avec 200 € on peut filmer tout en marchant sans non plus courir et faire des bonds. Mais si on marche, eh bien effectivement c'est convaincant, la qualité d'image elle est vraiment bonne, donc ça je vous le dis, c'est un bon point pour la vidéo.
Alors voilà, on arrive au terme de mes impressions, on va dire, de ce test courte durée. Je sais pas si on peut vraiment l'appeler ça un test, appelez-le comme vous voulez, mais en tout cas de mes premières impressions. Mais très clairement, c'est un téléphone que je vous recommande. C'est le téléphone que je vais recommander maintenant aux gens autour de moi qui me demanderont, j'ai un budget de 200, 260 euros. Voilà, c'est vraiment le téléphone qui fait plaisir à conseiller parce que on est vraiment sur une copie très très bonne de la part de Xiaomi. Voilà les amis sur ce que je pouvais vous dire sur ce Redmi Note 7, c'est un téléphone que je vous recommande sans problème. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé le travail, n'hésitez pas à nous mettre des pouces pour nous remercier. Et également, si vous voulez soutenir, restez connectés, on ne fait pas assez la pub, mais on a un Utip qui permet de, donc qui est dans la description et qui permet de regarder une publicité et de nous soutenir gratuitement. Et ça va nous rapporter un petit peu de sous, ce qui va permettre de payer, là, ici, j'ai pas mal d'éclairage, des choses comme ça. Et aussi, pour le micro, améliorer la qualité du son, tout ça. Bref, n'hésitez pas à aller nous soutenir comme vous le pouvez et surtout comme vous le voulez. Nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et restez connectés. Bye bye.